Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Nous allons parler de la dématérialisation. Nous allons passer une petite demi-heure ensemble. Je suis Marilyn Georges, je suis Product Manager Finance pour Talentia depuis presque un an bientôt. Et je suis accompagnée de Claire Lotto et de Laurent Deneuve. Laurent, donc pour démarrer, on démarre un peu le sujet, je pensais qu'il y avait une vidéo avant. Laurent, est-ce que tu peux nous présenter les objectifs de cette réforme et également nous présenter les concepts clés qui en découlent? Eh bien, les objectifs de la réforme, en fin de compte, c'est une réforme qui a pris naissance depuis très 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 longtemps au sein de Bercy. L'objectif, c'est bien évidemment, avant tout, de lutter contre la fraude à la TVA. Ça, c'est clair. Alors, quand nous, on a changé l'ordre des objectifs, hein, parce que Bercy, c'était effectivement plutôt piloter les actions gouvernementales. Non, le premier sujet de fond, c'est prévenir et lutter contre la fraude. Il ne faut pas se cacher. Hein. Et c'est d'ailleurs le sujet de tous les pays maintenant de la planète. Hein, okay, ce n'est pas que français, ce n'est pas que européen, c'est tout le monde est en train de courir après ça. Parce que le manque fiscal, il est monstrueux. Le dernier chiffre pour la France est de mémoire à peu près 13 milliards de manque de revenus de TVA. Au sein de la communauté européenne, c'est 140 milliards. Donc tout le monde est motivé. Okay, alors là, tous les États sont motivés et là, ils arrivent à parler entre eux, ce qui est génial. Donc ça, c'est une bonne chose. Le deuxième sujet, c'était effectivement, c'est pour les politiciens. Les politiciens, ils aimeraient bien avoir un pilotage à vue, justement, de l'activité des pays au sein de la mondialisation. Et donc, ils souhaitent effectivement récupérer au fil de l'eau toutes les informations qui transitent par le biais des factures. Les factures, c'est une mine d'or. Hein. Et entre ce qui rentre et ce qui sort, c'est génial pour faire de l'analyse et pour être très réactif. Donc ça, c'est vraiment... alors, en tout cas, ça a été présenté comme ça. Okay, c'est un outil d'aide vraiment pour les politiciens de voir un peu ce qui se passe comme activité selon les différents métiers. Bien évidemment, c'est faciliter les déclarations de TVA. Alors, par le pré-remplissage à moyen et long terme, moi j'aurais tendance à dire à court terme, parce que nécessairement, quand ils vont récupérer toutes les factures, avec de la donnée, vraiment, puisqu'on raisonne aussi en détail, hein, okay, et donc, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas un pré-remplissage dès le début. Et je pense qu'il y aura, à mon avis, un pré-remplissage dès le début. Donc, ça va aller beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide pour eux, pour vous, okay, et puis pour eux, ça leur permet de suivre plus précisément ce qui se passe. Okay. Et enfin, renforcer la compétitivité des entreprises au travers d'économies liées à la gestion administrative des factures. Bon, il y a des prix qui circulent, enfin des coûts du moins qui circulent sur le prix d'une facture. Ça oscille suivant la taille des entreprises, entre 7, 8, 12 euros, enfin voilà, des fois un peu moins. Ce qui est sûr et certain que là, une fois que le système sera mis en place, parce que dans un premier temps, il faudra quand même un peu d'investissement pour le mettre en place, mais une fois qu'il sera mis en place, il y aura forcément un coût de facture moindre. C'est évident. Okay. Donc voilà, c'est les 4 objectifs de la réforme. Ne perdons pas vue, le premier, c'est celui vraiment qui a donné naissance à cette réforme, d'ailleurs que l'on retrouve dans tous les pays. Okay. C'est également pour moi, ça il me semble. Hein. Alors les concepts clés, alors vous en avez peut-être certainement déjà entendu parler, et il y a deux concepts, hein. Il y a le e-invoicing et le e-reporting. Le premier, c'est toute la partie B2B domestique. Donc le B2B, vous savez ce que ça veut dire, je pense que maintenant c'est bon. Okay, et donc toutes les structures, toutes les sociétés qui sont dans ce contexte-là, eh bien, devront faire du e-invoicing, ça veut dire qu'ils devront déposer leurs factures. Okay, et donc vous n'aurez plus du tout de la capacité d'envoyer une facture par courrier ou par simple PDF.
ça sera systématiquement à déposer sur une plateforme. Sur la partie droite e-reporting, cela concerne en fin de compte le B2C ou le B2B non domestique. Donc là, c'est un petit peu différent dans le sens où là, le B2C, vous comprenez bien que c'est directement pour toucher le consommateur final. Et donc de ce fait, on voit bien qu'avec ce périmètre-là, l'État souhaite exactement suivre tout ce qui se passe, y compris avec les consommateurs finaux. Donc l'objectif, c'est de récupérer, pour faire simple, les caisses, ce qu'on appelle le fichier Z des caisses, hein, qui devra être remonté au niveau de Bercy. Donc l'objectif, c'est de voir vraiment toute l'activité d'une entreprise. Toute l'activité d'une entreprise. OK ? Laurent, est-ce que tu peux quand même revenir un petit peu sur cette notion B2B non domestique, B2B domestique et B2C ? Alors, le B2B domestique, c'est tout ce qui, tout ce qui est national. Okay, donc tous les flux qui transitent uniquement sur le local, donc sur le territoire français, pour faire simple. Okay. Et le non domestique, bah, c'est le contraire, tout ce qui se passe à l'étranger. Donc on voit tout de suite que selon ce que vous avez comme type d'opération, eh bien vous serez soit d'un côté, soit de l'autre, mais vous pouvez potentiellement être des deux côtés. Je vais prendre l'exemple d'une grande enseigne. Une grande enseigne dans, je sais pas, dans le bricolage, par exemple, eh bien, peut avoir un premier client qui est en B2B, et puis le client d'après qui est en B2C. Donc pour son système d'information, il devra d'un côté délivrer une facture parce que c'est pour un professionnel, et de l'autre côté remonter son journal de caisse auprès de Bercy parce qu'il a des consommateurs finaux. Donc vous voyez bien que l'étendue du sujet est quand même vaste, complexe, et pour certaines structures, ça va, enfin voilà, ça va, faut le mettre en place, quoi. Hein, ça va pas être simple. Ok. C'est clair. Alors. C'est moi ? Oui, c'est toi. Ah ouais, mais il faudrait que je l'aie déjà. Alors, quel est le nouveau calendrier ? Donc, le calendrier a été reporté. Donc, du coup, on a gagné à peu près 18 mois pour mettre en place cette complexité. Donc, avec 3 dates clés. La première date, donc, c'est le 1er juillet 2024 pour recevoir ces factures dématérialisées, tant pour tous les assujettis à la TVA. Et pour les grandes entreprises, c'est l'émission des factures et également la transmission du e-reporting. La deuxième date, c'est le 1er janvier 2025, donc pour les ETI en émission des factures en e-invoicing et aussi la transmission du reporting. Et la dernière date, donc 1er janvier 2026, pour les PME et TPE. Donc du coup, on a gagné 18 mois donc pour mettre en place la complexité. Bien entendu, Talentia va vous accompagner tout le long de cette période donc pour vous proposer des solutions qui seront adaptées. Et on va en parler juste après, donc comment on va faire pour collaborer ensemble. Donc le modèle qui a été retenu, choisi et validé par le gouvernement, c'est ce qu'on appelle le modèle en Y. Ça veut dire qu'il y aura 3 intervenants, 3 relations, en fait 3 grandes entités. Donc il y a les plateformes privées et les plateformes publiques, la plateforme publique centralisatrice qui va faire le lien entre vous en tant que vendeur avec votre client acheteur, avec le gouvernement. C'est-à-dire que dans tous les échanges, il y aura absolument, obligatoirement, un échange également avec l'administration via la plateforme publique centralisatrice. Donc ici, il y a un annuaire centralisé qui est un peu déporté de la plateforme publique centralisatrice et cet annuaire donc, va être mis à jour par les différentes plateformes privées. Exemple, vous émettez une facture, entreprise A, la facture va être déposée sur la plateforme 1. Cette plateforme 1 va communiquer avec la plateforme centralisatrice qui va elle-même communiquer, la plateforme 1 avec la plateforme 2 pour que votre client récupère cette facture. Alors maintenant, on peut se poser plusieurs questions. Laurent, je suis un peu perdu là. Moi, je t'achète des produits. Est-ce que tu vas m'imposer une plateforme ? Non.
Ah, merci Laurent. Non, personne ne peut imposer quoi que ce soit. En fin de compte, les entreprises auront le choix. Okay, donc l'acheteur ne pourra pas imposer, le client ne pourra pas imposer. Donc pour l'instant, en tout cas, dans le périmètre actuel de la réglementation, le fait d'imposer n'est pas prévu. Ce qui est même intéressant d'ailleurs, c'est que une entreprise peut avoir plusieurs plateformes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'une seule plateforme. Okay, donc tous les cas de figure peuvent à peu près se présenter. Vous pouvez être directement sur la plateforme publique, la plateforme centralisatrice. Et puis vous pouvez aussi en parallèle avoir une plateforme privée. Donc pour l'instant, dans le modèle actuel, je suis toujours un peu prudent parce qu'il y a quand même encore de l'évolution possible, mais quand même là on est sur un modèle qui est quand même relativement bien arrêté. Il n'y a pas d'obligation, non, absolument pas. Et est-ce que cette plateforme, il faudra forcément qu'elle soit en France ? Ah, alors... Dans les recommandations du dernier rapport qui a été fait au niveau du gouvernement, il y fait mention que ça serait fortement recommandé que les plateformes soient en France. Alors, on peut comprendre pourquoi. Hein. On gère mieux les données quand elles sont chez nous que quand elles sont à l'extérieur. Mais pour l'instant, on va dire oui, mais je n'ai pas encore de certitude. En tout cas, il n'y a pas d'éléments tangibles qui, d'un point de vue réglementaire, qui permettrait de dire vous n'avez pas le droit d'avoir une plateforme privée qui serait à l'étranger. Pour l'instant, enfin, en tout cas, moi, en termes de texte, je ne l'ai pas lu explicitement. C'est une recommandation dans le dernier rapport interministériel. Okay. Aujourd'hui, je transmets des données. Lorsque je facture une administration, j'utilise Chorus Pro. Je ne le vois plus sur ce schéma. Est-ce que Chorus Pro va disparaître pour tout ce qui est opération B2G ? Non, le B2G, hein, le B2G, c'est donc toute la partie relation avec l'administration, okay, donc qui tourne depuis 2017, je crois. Et donc, non, la plateforme Chorus Pro sera toujours d'actualité. Elle n'est pas ici parce qu'elle est hors périmètre, puisqu'elle est déjà opérationnelle. Donc, elle sera toujours là, bien évidemment. D'ailleurs, la plateforme publique centralisatrice a été reprise à l'image de Chorus Pro. Hein, mais ce n'est pas la même. Non, ce n'est pas la même du tout. C'est pas la même. Par contre, ce qui est important de voir dans le schéma, c'est que, en fin de compte, on va avoir un système de suivi de données qui va, alors bon, c'est ce qui est écrit, après dans les faits j'en sais rien, mais on va vous demander par exemple d'avoir un maximum d'informations dématérialisées sur vos factures. D'accord ? L'objectif c'est que le tiers qui va récupérer votre facture récupère toutes les informations nécessaires à la facture, ça va de soi. Par contre, ce qui est poussé à l'administration sera restreint. L'administration n'aura pas tout, elle aura les éléments dont elle a besoin pour faire son travail d'administration, surtout liée à la fiscalité. Okay, et la plateforme centralisatrice, c'est pas grave, la plateforme centralisatrice pousse après directement à la DGFiP, d'accord, les éléments liés à la fiscalité. Okay, donc c'est un système d'entonnoir. Par contre, vous dire exactement ce qui reste et puis ce qui reste pas, j'en sais rien. Hein, okay, c'est écrit dans le rapport. Par contre, après, finement, je n'en ai aucune idée. Voilà. Donc, bien entendu, tous ces changements ont des impacts à tous les niveaux de l'organisation. Bah, oui, nécessairement. Hein. Déjà en entreprise, ça va de soi. Là, vous allez forcément être obligé de pousser vos factures vers une plateforme. Okay. On va voir un peu plus tard qu'il y aura dans un contexte de données qui sera relativement bien précis, donc ce que vous n'avez pas actuellement. Donc forcément, en matière d'organisation, et le deuxième sujet, le référentiel de données, il va falloir adapter un certain nombre de choses. Alors plus ou moins important, ça dépend d'où vous partez, ce que vous avez déjà, ce que vous n'avez pas, etc. Hein, voilà, ça dépendra de comment votre système d'information est déjà alimenté. Et donc forcément au niveau des outils, tout ce qui est logiciel de facturation, c'est quand même un projet. C'est un projet qui est quand même extrêmement important depuis le début de l'informatisation, pour moi. Pourquoi ? Parce que ça touche à un process qui est complexe, d'accord, qui est transverse, qui concerne beaucoup d'acteurs. Il y a les trois tiers, hein, on est d'accord. Hein, il y a celui qui émet les factures, celui qui reçoit, puis au milieu, il y a l'administration. Donc ça touche vraiment les trois tiers. Et autour de ces flux-là, il y a beaucoup d'acteurs. Des gens qui font de la démat, il y a les éditeurs, voilà, il y a ceux qui font du conseil, il y a beaucoup d'acteurs. Tout le monde est concerné. Donc c'est quand même un sujet qui est très loin d'être simple.
qui est hyper intéressant, qui est d'une évidence sans nom sur l'évolution de la digitalisation. Il fallait passer par là, c'est d'une évidence sans nom. Même si l'objectif premier, c'était la fraude, néanmoins, tout le monde va en bénéficier. C'est évident. Là, dans un premier temps, faut y aller. Hein, faut lancer le projet. Alors, si on pouvait résumer le rôle de ces deux types de familles de plateformes, on l'a bien compris, donc les plateformes privées, on ne peut pas les imposer à notre client. C'est conseillé que ce soit en France ou du moins en Europe. Ce sont des plateformes qui vont agir en tant qu'intermédiaires entre vous, vos clients et l'administration fiscale. Ces plateformes, donc, comme l'a dit Laurent, vont extraire, donc ces solutions informatiques vont extraire des factures toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez échanger avec votre client et également échanger avec l'administration fiscale en temps réel. Et en plus de ça, on va ajouter des services complémentaires. Donc, ce sont des éditeurs, un peu comme Talentia. Donc, on va ajouter des services complémentaires, comme par exemple l'archivage, comme par exemple des workflows un peu plus poussés. Comme ça, vous savez que la facture, elle a été ouverte, etc., etc. Et au niveau de la plateforme publique centralisatrice, qu'on a dit tout à l'heure, donc qui regroupe les éléments nécessaires à l'administration fiscale pour faire son travail, donc regroupe les factures, regroupe les éléments et les transmet à l'administration fiscale. Il y a également des services limités que peut proposer cette plateforme centralisatrice, elle est unique, et ces services-là donc, sont bien limités dans le sens où on peut, par exemple, ajouter une facture, saisir des factures à la volée. Mais quand il s'agit de services à forte valeur ajoutée pour vous que vous ayez une visibilité sur ce qui se passe sur le flux que vous avez poussé, par exemple, à votre client, donc ça, ce sont des services que vous allez plutôt trouver vers les plateformes privées. Oui, pardon. Est-ce qu'on peut juste dire qu'il y aurait possibilité, est-ce qu'il y aura possibilité pour les toutes petites entreprises de passer directement par la plateforme centralisée? C'est ça, quand vous dites service limité, ça Oui. vise des toutes petites sociétés qui ont très peu de factures, par exemple? Oui, vous pourrez saisir les factures directement sur la plateforme. Si vous n'avez pas de flux important, Exactement. Mais ça reste quand même fastidieux et manuel. Les dispositions qui restent inchangées. Tu veux continuer? C'est moi qui pensais, je pense, non? Alors j'ai quand même un mea culpa à faire, hein. Tu avais raison, hein. C'est 6 ou 10 ans et Oui. pas 8 ans. Donc c'est ma faute, les 8, hein. Je suis responsable. C'est 6 ans ou 8 ans, voilà. Ou 10 ans, pardon. Oui. 6 ans et 10 ans, j'insiste Oui. bien, ok? Donc c'est 10. Ouais, Pardon. excusez-moi, donc ça sera corrigé. Donc les dispositions qui restent inchangées, ok, la conservation des factures. Alors c'est un sujet qui est intéressant, la conservation des factures. Parce que, in fine, on va stocker la même facture 2 fois. Alors avant, c'est normal parce qu'elle était dans 2 entités différentes. Normal. Mais maintenant, c'est centralisé. Donc on va avoir un double stockage au même endroit d'une même facture. Puisque ça ne sert à rien de l'avoir 2 fois, puisqu'elle est sur une plateforme. Donc elle est y compris pour la partie fournisseur que la partie cliente. Donc c'est des questions, bon, c'est basique, hein, mais c'est des questions de fond. C'est effectivement, on est en train de doublonner. Et comment? Oui, mais la facture, c'est toujours la même facture. Aller sur une plateforme centralisée, donc elle est aussi bien côté. Oui, vous avez raison, mais ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, vous avez une société qui va produire de la facture, et puis il y a des sociétés qui vont les recevoir. Donc la même facture est présente 2 fois, dans 2 serveurs différents, dans 2 entreprises différentes. Là, la plateforme, elle est centralisée. Oui, mais en théorie, la facture devrait exister qu'une seule fois maintenant. Donc pour l'instant, c'est juste une parenthèse pour vous dire que le sujet amène à une réflexion, même d'un point de vue écologique, parce que les factures, c'est des serveurs, les serveurs, ça consomme, etc. Donc voilà. Donc le sujet va bien au-delà, simplement, et ça remet en cause complètement comment on organise tout ça. Hein, c'était juste ça, là. La PAF, la piste d'audit fiable, ça m'a toujours fait rire ce nom. La piste d'audit, avant, elle n'était pas fiable, maintenant elle l'est. La documentation de piste d'audit fiable, elle est complètement intégrée évidemment par ça. C'est normal puisque ça décrit, l'objectif c'est d'écrire précisément les processus, ok, et de décrire exactement ce que l'on fait. Bon bah là forcément, faudra revenir sur certaines descriptions des processus pour justement prendre en considération cette mise en œuvre.
Les règles relatives à la signature électronique à l'EDI, c'est pareil, tout ça ne reste inchangé, c'est toujours d'actualité, donc il n'y a rien de, a priori, de ce que j'ai pu lire, il n'y a rien qui évolue dans ce sens. L'actuelle certification des logiciels de caisse également, mais c'est évident que ça va bouger. Donc nous, je vous rappelle, on n'est pas certifié NF 525, qui est la certification des logiciels de caisse, mais on est NF 203, qui est toute la partie comptabilité informatisée. Et donc, on commence déjà au sein de l'AFNOR, puisqu'on est, comment dire, on participe aux réunions. On est déjà en train de travailler sur la certification, l'évolution de la certification NF 203 et NF 525. D'accord ? Donc pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va y avoir nécessairement de l'évolution réglementaire par rapport à cette mise en œuvre. OK ? Alors, maintenant, on va passer un petit peu à la douloureuse, au cas où on n'est pas conforme. Bon, il paraît qu'il faut que je tienne ce rôle. Hein. Avec ma voix de canard, ça va être extraordinaire. Hein. L'administration, évidemment, elle va en profiter pour se servir. Hein. Donc les sanctions, elles sont pour à la fois l'assujetti, mais également pour l'opérateur de la plateforme de dématérialisation. Donc il est évident que pour l'instant, on n'en a pas la certitude, mais la quasi-certitude que tout opérateur qui va souhaiter devenir plateforme va devoir être certifié. Donc forcément, si on lui impose, ici vous voyez les sommes qui sont annoncées, elles ne sont pas négligeables. Bon, un petit peu comme ce qu'on a au-dessus au départ. Il fallait sortir un fichier des écritures comptables, et puis quand on ne le sortait pas, bon, on avait une petite excuse. Donc là, c'est pareil, on va dire que l'administration, elle va essayer d'être un petit peu pas trop regardante lors de la première infraction, mais ensuite, elle va y aller. Alors ce que l'on peut, c'est exactement ça, mais ce qu'on peut lire également dans les derniers rapports, c'est qu'évidemment, il y aura une période quand même de tolérance. Okay. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'on se rend compte que là, ça met en œuvre chez beaucoup de tiers de la transformation significative, et donc ils savent que tout ne va pas rouler du jour au lendemain, et y compris aussi un peu dans l'administration, parce qu'eux aussi, c'est pas simple. Hein. Okay. Ils ont de l'expérience avec Chorus Pro, néanmoins, c'était un truc qui a été relativement bien ciblé, ceci dit complexe mais ciblé, alors que là, en fin de compte, ce qui leur fait, enfin pas peur, mais ce qui inquiète plus, en fin de compte, c'est la partie e-reporting. La partie e-reporting est complexe. C'est vraiment pas simple à mettre en œuvre. Il y a plein de questions qui restent encore en suspens. Okay, et donc ça, c'est quelque chose vraiment qui va nécessiter chez tout le monde, chez bien évidemment les acteurs, les entreprises qui ont une activité de B2C, mais y compris au niveau de l'administration. C'est complètement évident. Donc c'est quelque chose vraiment qui va nécessiter quand même pas mal de travail. Donc je pense qu'à mon avis, ils vont être arrangeants un certain temps. En tout cas, ils l'ont écrit dans un rapport. Puis je crois que c'est aussi une des raisons, on n'en a pas parlé au départ, mais c'est une des raisons du décalage du calendrier. Et d'une, parce que l'administration, pour une fois, entre guillemets, elle a essayé d'écouter les entreprises, de voir où pouvaient être leurs difficultés. Et le 15 septembre est intervenu ce report de la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. Simplement pour illustrer ce que tu dis, on a travaillé bien évidemment chez Talentia sur le nouveau format de fichier attendu. Il y a des champs où on n'a rien compris, hein. Vraiment, c'est pas ce qu'ils attendent. Hein. Donc on leur a envoyé par l'intermédiaire de l'AFNOR un certain nombre de doléances pour dire vous êtes bien gentil, il faut alimenter telle valeur, mais on met quoi dedans, quoi. Ouais. En plus, il y a des moments, vous avez des listes de valeurs, c'est-à-dire que c'est pas ce que je veux, c'est imposé. Mais nous, on veut bien nous donner une liste de valeurs, mais il faut que ça corresponde à quoi dans notre système. Voilà. Et donc, c'était des interrogations comme ça. Donc, voilà. Le projet, il est en cours, il est lancé, il se fera. C'est inévitable pour des raisons avant tout politiques et puis surtout de budget de l'État. Il faut savoir ce qui est intéressant, c'est si on donne un petit aperçu de ce qui se passe chez nos voisins. En même temps, l'Espagne travaille également sur le même sujet. L'Allemagne, okay, l'Italie qui est très en avance par rapport à nous, donc elle a vraiment un système qui est même au niveau du B2C, elle va encore plus loin que le périmètre qu'on fait actuellement. Et puis un peu partout, au Mexique qui s'est lancé, au Brésil, enfin c'est planétaire. Okay, et il y a une réunion qui a eu lieu à Vienne il y a une quinzaine de jours, il y avait plus de 30 pays qui étaient présents à ce colloque de 2 jours sur le sujet.
Okay, donc, tout le monde est intéressé, c'est normal. Il faut de l'argent, il y a de la fraude fiscale. Et ce qui est important, c'est qu'une fois que le modèle, les différents modèles, si je puis dire, nationaux seront en place, forcément, on va aller vers un modèle international. Parce qu'on sait très bien, il y a un système de fraude qu'on appelle le carrousel, qui permet, en fin de compte, de contourner tous les aspects de contrôle des différents États en créant une société qui ferme le lendemain, avec laquelle des factures sont passées, passer la frontière, qui viennent de l'autre côté. Ça s'appelle la fraude au carrousel. Vous regardez sur Internet, c'est génial. Ils expliquent très bien. C'est Bercy qui l'explique. Hein. Okay, et donc, le fait de mettre en relation tous les États, ils vont couper court à tout ça. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment les projets nationaux qui sont importants, mais ils sont faits dans un contexte... déjà, là, c'est un contexte européen, puisque c'est la loi 19... Enfin, c'est le N, c'est pas la loi, c'est le projet EN 12 931, un truc comme ça, et qui est purement européen, qui définit le cadre de la donnée. D'accord? Donc, c'est déjà européen. OK? Il y a un truc qu'il faut peut-être préciser, qui est peut-être clair pour tout le monde, c'est que oui, on met à disposition les factures, mais c'est surtout les flux de trésorerie qui vont devoir être transmis. C'est l'encaissement et le décaissement. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté parce que les autres pays qui ont mis ça en place, ils n'ont pas de TVA sur les encaissements, ils ont une TVA sur la facturation, parce que ça, c'est une spécificité française. Vous avez entièrement raison, c'est une spécificité française qui fait que l'État français souhaite récupérer, bien évidemment, toute la partie paiement, de façon large. Il y a même d'ailleurs une évolution au niveau des acomptes par rapport à ça, qui est très important. Et donc, vous avez entièrement raison. Ça, c'est une spécificité française qui va demander à ce que vous remontez également la partie paiement. Oui, oui. C'est insupportable. Oui. Hein, mais... bah oui, on est tout à fait d'accord. Vous savez, on est dans le monde de l'édition depuis, enfin pour ma part, plus de 30 ans, et ça a toujours été le carnage. Je vous dis franchement. Hein. OK. En fait, nous voulions aussi vous demander si vous aviez déjà initié des groupes de travail en interne sur le sujet. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Je pense qu'il y en a plein. Donc, il y a déjà monsieur qui a une question ou une remarque. Bon, ça va être très rapide. Vous n'avez pas parlé de la rémunération des plateformes? Non, parce que je n'en ai aucune idée. Déjà, vous avez raison, forcément, vous avez entièrement raison, mais... on n'en parle pas. Enfin, reprenez le rapport, par exemple, je n'ai pas identifié à un moment donné, sauf si c'est un oubli de ma part, mais je n'ai pas identifié, on ne parle pas de ce sujet. On commence à parler de la certification de ces plateformes, parce que c'est quand même déjà important que ces plateformes soient certifiées. Donc on en est au début. Hein. Moi qui suis à la FNOR sur d'autres sujets, on attend de pied ferme, si je puis dire, un cahier des charges de l'administration pour qu'on puisse démarrer une rédaction des règles de certification pour les plateformes. Mais pour l'instant, on n'a pas. Alors, le coût des plateformes, alors là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à la question. D'autres remarques? Est-ce que vous avez trouvé quelques réponses à vos questions ou vous avez appris des choses? Vous avez encore plus de questions? Vous allez sortir plus inquiet ou... Alors, il faut savoir que la situation, elle n'est pas très facile aussi pour les éditeurs parce que nous attendons depuis un certain temps déjà avoir vraiment le cahier des charges précis des données qu'il va falloir intégrer dans nos systèmes pour que vous puissiez, quand vous allez collecter une facture, pouvoir l'intégrer facilement ou même quand vous allez émettre une facture. Et on attend toujours. Donc, il y a énormément de groupes de travail qui sont encore prévus pour finaliser tout ce cahier des charges qui va nous permettre, nous, Talentia, de vous proposer en tout cas la meilleure solution que nous jugerons meilleure pour que vous puissiez être conforme à cette réglementation. Oui, Ophi. Pardon. Si, c'est moi. Du coup, tu as demandé qui avait créé un groupe de travail. Est-ce que ceux qui ont créé un groupe de travail pourraient lever la main, s'il vous plaît? Qu'on ait une petite idée, du coup. Oui. S'il vous plaît. Parce qu'il faut savoir que c'était plutôt que prévu, donc. Vous avez peut-être des tendinites, non, liées au jardinage, qui vous empêchent, ça arrive. Hein. C'est ça, hein? Ok, d'accord. Ça me semblait bien. En fait, à vous informer déjà de savoir comment ça va se passer. D'accord. Bah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. En tout cas, nous, en tant qu'éditeurs, forcément, on va vous proposer une offre adaptée. Donc, dans les
Dans les mois qui viennent, on va commencer à communiquer beaucoup plus sur nos roadmaps et ce que nous allons faire et ajouter dans notre solution de convergence TAC. Et on va être à vos côtés. Normalement, on a prévu un événement pour aller plus dans le détail sur les sujets de dématérialisation, pour qu'on puisse en parler plus largement, parce que là, c'est vraiment une overview très, très light d'un pavé de plus de 100 pages. Donc, du coup, on va beaucoup plus prendre le temps et parler avec vous de tous ces éléments qui vont impacter vos systèmes d'information et également notre solution. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Non. C'est bon? Non. Bon. Il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup. Allez. Merci. À bientôt.